Mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec un plaisir tout particulier que j'ai le privilège d'ouvrir cette soirée au nom de l'Académie de droit international humanitaire et de droits humains, du département de droit international public de l'Université de Genève et de Trial, l'association suisse contre l'impunité. Cette soirée fait partie d'une semaine d'événements organisés ici à Unimail. Vous avez vu dehors une exposition, une très belle exposition de photos. Il y a eu projection de films hier, il y aura projection de films demain. Il y a encore d'autres conférences. Nous invitons à y participer. Je m'appelle Philippe Grant, je suis le directeur de Trial. Mon organisation a comme motif, comme mot d'ordre, de mettre le droit au service des victimes des crimes les plus graves. C'est la finalité de Trial qui fournit un important travail de soutien aux victimes de ce qu'on appelle les crimes internationaux, génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, torture, disparition forcée. Dans des pays comme l'Algérie, le Kenya, le Burundi, le Népal ou la Bosnie, où nous avons des programmes qui tournent. Mais c'est aussi un travail ici en Suisse de traque, de recherche de criminels de guerre et de tortionnaires qui sont présents sur notre territoire et que notre organisation a mission à débusquer et à déférer à la justice. Vous avez vu certaines des affaires dont nous nous occupons derrière moi. Car effectivement, il y en a des tortionnaires, il y en a des criminels de guerre qui, soit pour certains, vivent ici, après fréquemment avoir fui leur pays, après des changements de régime, ou des gens qui sont simplement ici de passage, parfois pour y passer leurs vacances, parfois pour aller participer à des conférences ou d'autres raisons de ce type. Nous savons qu'il y a en Suisse des auteurs de crimes graves en provenance du Sri Lanka, en provenance d'Irak, en provenance du Guatemala. Nous savons qu'il y a en Suisse, de temps à autre, des tortionnaires, des auteurs de disparitions forcées qui proviennent de Russie, des États-Unis aussi, et d'autres pays. Et le rôle de notre organisation, c'est de tenter un partenariat avec les victimes de ces bourreaux pour tenter de les dénoncer à la justice et de faire en sorte que les enquêtes puissent être ouvertes. C'est assez difficile en Suisse de faire ce travail. La législation a récemment changé, nous apporte certains moyens d'action, mais les moyens, surtout humains, font défaut. Vous avez peut-être vu derrière moi que nous lançons une pétition qui circule peut-être déjà ce soir, visant à ce que les autorités fédérales jouent un rôle accru, dotent d'effectifs un peu plus nombreux et plus professionnels les autorités de poursuite pour tenter de retrouver certains de ces auteurs de crimes internationaux présents chez vous. Je donnerai une petite conférence, je ne vais pas la faire très longue ce soir, je donnerai une plus longue conférence demain à midi si vous souhaitez apprendre un petit peu plus sur les moyens que le droit suisse met à disposition des victimes de ces crimes pour poursuivre ici leurs bourreaux. Dans quelques jours, vous le savez, le 10 décembre, nous fêterons la Journée internationale des droits de l'homme. C'est en effet le 10 décembre 1948 que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée à Paris, au Palais Chaillot, y siégeait à l'époque un jeune diplomate du nom de Stéphane Hessel. Mais c'est Genève qui finalement, et non pas Paris, c'est Genève qui finalement s'est érigée en capitale mondiale des droits de l'homme. Et j'aimerais profiter de cette occasion, puisqu'on mentionne Genève, pour remercier les autorités de la ville de Genève, qui sont très conscientes du rôle qu'une municipalité peut jouer dans le combat pour les droits humains, qui fréquemment se sont trouvées à nos côtés dans ce combat pour plus de justice et moins d'impunité. Et j'ai le plaisir, en introduction de cette soirée, de passer la parole au maire de la ville de Genève, M. Pierre Maudet, qui va vous dire quelques mots. Je vous remercie, Monsieur le maire. Merci, Monsieur le directeur, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs, chers amis. C'est un plaisir et un privilège aussi de pouvoir ce soir, au nom des autorités, au nom de la ville de Genève, au nom de mes 4 collègues et moi-même, vous souhaiter la bienvenue à vous, Mesdames, Messieurs, qui assistez à cette conférence et à ce débat, mais surtout à vous, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Stéphane Hessel,
de vous accueillir chez nous, chez vous un peu, puisque vous connaissez bien Genève, puisque vous avez des liens notamment avec la région lémanique et avec Lausanne en particulier. C'est dire aussi l'émotion qui est la nôtre, la mienne en particulier, d'accueillir une personnalité telle que vous, qui avez assisté dans le XXe siècle à toute une série de changements majeurs, de progrès, mais aussi de reculés. Dans le cadre du déroulement de l'histoire, on citait il y a un instant 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme. On pourrait citer aussi l'apartheid et la fin de l'apartheid. On pourrait citer le phénomène de la décolonisation. On pourrait citer le stalinisme. On pourrait citer la Seconde Guerre mondiale, que vous avez connue également, bien évidemment. Tous ces événements majeurs que vous regardez avec vos yeux d'un homme qui, durant toute sa vie, a incarné la résistance à différents titres. Et pour cela, M. Hessel, nous voulons vous dire bravo et merci de nous avoir rejoints et bienvenue encore une fois à Genève. Bienvenue surtout dans l'université dont nous sommes fiers, qui joue aussi son rôle ce soir en accueillant cette discussion débat, son rôle de plateforme. Les plateformes sont nombreuses, on n'est pas toujours d'accord sur précisément la forme qu'elles épousent, que ce soit dans les parcs publics ou à l'université. Finalement, l'important, c'est qu'on discute, mais j'y reviendrai dans un instant. Je me félicite en tout cas que l'université vous accueille, nous accueille ce soir pour ce débat. Et puis j'aimerais vous dire, là, en me plaçant du point de vue de la mairie de Genève, qu'on vous accueille ce soir dans une cité qui, bien avant 1948, a inscrit, on parlera ici de l'esprit de Genève, a inscrit son action dans le soutien aux droits de l'homme et dans l'idée qu'il faut sortir de ces chaînes. J'aimerais ici citer tout particulièrement un personnage qui a fait beaucoup pour Genève au début du XIXe siècle, c'est Jean-Jacques de Sélon. Jean-Jacques de Sélon qui s'est battu pour sortir de la peine de mort et sortir de l'esclavage, qui, sur la peine de mort, a rencontré quelques succès au cours du XXe siècle. Et j'aimerais souligner ici, si vous ne le savez pas, que Genève vient d'accueillir la Commission internationale contre la peine de mort, qui est une institution fondamentale qui fait avancer chaque année, parce qu'elle fait signer chaque année de nouveaux pays à adhérer à ce texte extrêmement important pour renoncer à l'usage de la peine de mort. Dernier pays en date qui y a renoncé officiellement, c'est le Rwanda. Mais saluer aussi le fait que c'est à Genève qu'est parti le combat contre l'esclavage, qui, lui, a connu évidemment un succès un peu plus rapide, même s'il a connu aussi, bien évidemment, au XXe siècle, quelques avatars encore tragiques. C'est pour vous dire donc que venir ce soir vous exprimer à Genève sur le thème de la justice universelle, ça a un sens, ça a une filiation, vous le faites dans une lignée. Et j'aimerais citer ici, au-delà de Jean-Jacques de Sélon, un personnage plus récent, mais qui a inscrit Genève également dans cette tradition. Je ne veux pas manquer de le saluer. C'est Bernard Bertossa, à travers son fameux appel de Genève, dans lequel s'inscrit très précisément Trial. Et c'est pour moi l'occasion de souligner ici, au nom des autorités de la ville de Genève, tout le support que nous pouvons donner à Trial, à son directeur, à son combat contre une notion qui doit catégoriquement, fondamentalement faire l'objet d'un combat permanent, qui est la notion d'impunité. Et j'aimerais ici relier cette notion d'impunité sur laquelle vous allez discourir ce soir au texte que vous avez signé, qui a fait ce succès non seulement de librairie, mais également de lecteurs, puisqu'il est traduit, si je ne m'abuse, dans plusieurs dizaines de langues. L'idée fondamentale que l'impunité se nourrit de l'indifférence et de l'oubli, c'est une idée que nous devons combattre. C'est une idée que nous plaçons au cœur de nos préoccupations, nous les autorités de la ville de Genève, en accueillant très concrètement une quantité impressionnante d'organisations internationales, en faisant en sorte de leur offrir tout le matériel, les salles, le personnel également à disposition, pour que Genève concrétise plus que jamais sa vocation de capitale des droits de l'homme. Alors après, on peut discuter, on ne sera pas toujours d'accord sur la façon que l'on a de revendiquer les différents supports. Nous en avons eu un exemple très concret, très local ces derniers jours, mais peu importe, j'aimerais ici dire, et c'est mon message principal, que ce qui compte pour les autorités, c'est de perpétuer cette vocation de Genève, de capitale des droits humains, de capitale ou de plateforme en tout cas, de discussion et d'échange. Et pour cela, et ce sera mon mot de conclusion, eh bien, nous souhaitons dire ici à Trial, à son directeur, à celles et ceux, et j'imagine qu'ils sont nombreux dans cette salle, qui ont adhéré à l'association, parce que vous pouvez le faire, qui pourront compter sur nous, comme par le passé et comme dans le futur, à la faveur des subventions que nous octroyons, mais également à la faveur du soutien concret que nous pouvons amener lors de manifestations telles que celle d'aujourd'hui.
En un mot commençant, merci de votre présence. À chacune et à chacun, bonne soirée et vive Genève dans sa vocation de capitale des droits de l'homme. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire, pour ces mots d'accueil chaleureux et pertinents. Peut-être quelques mots pour expliquer le déroulement de la soirée. Nous avons prévu un moment de dialogue avec Stéphane Hessel, qui viendra au pupitre ici parler pendant le temps qu'il voudra bien de cette question d'exigence de justice universelle. Ensuite, un moment de dialogue qui passera à travers notre facilitateur, Daniel Bollomet. Daniel Bollomet, qui est l'ancien directeur de la section suisse d'Amnesty International, et qui récoltera vos questions. Vous avez probablement, et je l'espère, devant vous des petits papiers sur lesquels vous pourrez inscrire des questions. Si ce n'est pas le cas, il y a quelques assistants dans la salle qui se déplaceront pour vous en apporter. Le but est de permettre à tout le monde, les timides comme les forts en gueule, de pouvoir mettre leurs questions par écrit. On s'est dit que parfois des gens qui n'osaient pas s'exprimer avaient aussi droit à la parole et ils le feront par l'écrit. Daniel ensuite triera, évidemment, en tant qu'ancien directeur d'Amnesty, censurera également sévèrement vos questions. Mais la personne principale que vous êtes venu entendre, c'est évidemment Stéphane Hessel. Vous savez qu'il y a à peine quelques jours, il a été nommé personnalité de l'année par les lecteurs du Monde. Stéphane Hessel, vous êtes né en... J'en ai encore quelques-unes, attention. Vous êtes né en 1917 à Berlin. La révolution russe, à ce moment, s'apprêtait à éclater. Guillaume II régnait encore sur le trône impérial allemand. Adolf Hitler était caporal dans les tranchées sur le front de l'Ouest. C'est dire le chemin parcouru. En 1937, vous devenez français, puis sous la folie nazie, vous devenez résistant et puis interné. Après la Seconde Guerre mondiale, vous épousez la carrière de diplomate et vous serez de tous les combats, les droits humains et la belle aventure de la Déclaration universelle de 1948, mais aussi évidemment les combats pour la paix, l'antiracisme, les sans-papiers, la solidarité internationale avec les peuples en quête de dignité ou les peuples tout simplement en quête d'État, la lutte contre un ordre économique injuste et broyeur d'espoir. Et à chaque fois, une telle jeunesse, une telle fougue, une telle capacité d'indignation. Stéphane Hessel, vous avez... Il faut que je le ressorte. Non, ben je l'ai oublié, voilà. Vous avez dansé avec le siècle. Vous avez dansé avec le siècle, c'est le titre, pour ceux qui ne l'ont pas lu, et vous devez le lire, de son autobiographie. Vous avez dansé avec le siècle, et le siècle passé donc, mais vous n'arrêtez pas de courtiser le siècle présent. Vous savez si élégamment danser avec les mots, avec les émotions, avec les espérances. Alors je vous laisse simplement ouvrir le bal. Méfiez-vous, après une telle introduction, il faut au moins que je tienne encore debout malgré mon vieil âge et que je puisse encore communiquer un certain nombre de messages. Si j'ai accepté avec beaucoup de plaisir l'invitation de l'association Trial pour participer à cette soirée d'aujourd'hui où nous allons évoquer ces graves problèmes de l'impunité et du droit international dans ses progrès au cours du dernier siècle et de ce nouveau siècle que nous sommes en train de vivre, certains déjà âgés, d'autres, je le vois avec plaisir, encore très jeunes. C'est à ceux-là surtout qu'il appartient de nous écouter avec un peu de considération, parce que comme on est très vieux, on a peut-être quelque chose à leur dire, mais qui ont surtout pour obligation de porter maintenant les valeurs auxquelles nous sommes tous attachés et d'en faire la construction d'un monde plus juste et plus harmonieux. Et je suis de ceux qui ont vécu
un moment exceptionnel dans l'évolution de notre histoire. C'est ce moment que je voudrais rappeler, c'est le moment où le président Franklin Roosevelt a réuni ses camarades de combat Winston Churchill et Joseph Staline et leur a dit « Moi, je veux qu'il existe une organisation mondiale des Nations Unies ». Il faisait suite à quelque chose que les Genevois ont bien connu sous le nom de Société des Nations, mais qui avait fait la preuve de son inefficacité, et on pensait que cette fois, la charte adoptée en juin 1945 à San Francisco allait donner les bases d'un monde fondé sur un certain nombre de valeurs universelles, valeurs qu'il s'agissait de propulser à travers tous les peuples du monde. Cette charte des Nations Unies, qui commence par les mots « nous, les peuples », était un effort prodigieux, parce que dans son texte était inscrit non seulement la nécessité de mettre un terme au conflit, de trouver des solutions aux différends entre les nations, mais de donner une base à la dignité de la personne humaine et à rédiger non seulement une déclaration des droits de l'homme, mais des conventions, des pactes et tout un appareil juridique dont on pensait à l'époque qu'il mettrait un terme une fois pour toutes aux crimes les plus graves commis au cours de l'histoire par les générations précédentes. Il y en avait un de ces crimes dont on était particulièrement conscient après tout ce qu'on a su sur la façon dont les nazis avaient conduit la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait trouver un jugement respectable, un jugement authentique pour les crimes commis pendant la Deuxième Guerre mondiale, et ça a été le tribunal de Nuremberg. C'est une première dans l'histoire du monde. Il n'y avait jamais eu avant cela des jugements dans une cour de justice à l'égard des vainqueurs ou des vaincus des conflits précédents. On n'a pas mis Napoléon devant une cour internationale, on l'a simplement envoyé à l'île de Sainte-Hélène. Cette fois, on voulait faire quelque chose de plus juridiquement assis sur des principes. Et on a élaboré quelque chose qui devait être la base juridique d'un tribunal. Bien entendu, aux yeux de l'histoire, on peut dire que c'était un tribunal des vainqueurs par rapport aux vaincus. Et ce n'était pas du vrai droit international qui devait avoir en principe la légitimité de se fonder sur une charte, sur un texte appliqué, adopté par l'ensemble des nations du monde. C'était quand même une première. Et depuis lors, on n'a pas cessé d'essayer d'avancer. Je donne comme première base la Convention sur le génocide, considérée donc comme un crime international. Cette convention, vous vous en souvenez peut-être, a été adoptée à Paris la veille du jour, la veille du 10 décembre 1948, jour où a été adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ces deux textes ont quelque chose de très intéressant en commun, ou au contraire pour les différencier. La Déclaration universelle des droits de l'homme donnait à tous les États la responsabilité de respecter, à l'égard des hommes, des femmes, des enfants qui vivent sur leur territoire, un certain nombre de libertés et de droits qui sont des libertés et des droits individuels. En revanche, la Convention sur le génocide, pour la première fois, donnait à un crime contre l'humanité un rôle spécifique sur lequel on pouvait passer jugement dans une instance internationale.
Convention sur le génocide, ça a été une première, puis on a essayé d'aller plus loin. On a adopté un certain nombre de conventions internationales, une par exemple la Convention sur la torture. On a considéré aussi que la torture était un crime contre l'humanité. Et on a une association qui a son siège dans cette belle ville de Genève et qui essaye de veiller à ce que là où la torture est commise, on puisse traduire en justice ceux qui commettent cette torture. Mais on était toujours à court d'un organe qui pourrait juger des hommes, des femmes, responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. On a mis du temps à élaborer une telle cour. Finalement, à la fin du siècle dernier, a été rédigé le statut d'une cour internationale pénale qui avait pour ambition de pouvoir juger selon le statut qui était le sien et qui a été adopté par un nombre considérable d'États, malheureusement pas par tous les États, par un nombre considérable d'États, et qui indiquait que des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, définis dans ce statut, avec suffisamment de précision pour qu'on puisse les appliquer à des cas particuliers, tels qu'ils en révèlent par malheur un nombre plus grand qu'on ne le souhaiterait au cours des dernières 50 années. Cette cour représente un énorme progrès dans la destinée faite aux droits de l'homme sur le plan international. Pour la première fois, il devenait possible d'essayer de trouver ici et là et ailleurs des hommes responsables gravement de situations inacceptables au nom des grands principes de l'humanité et de la guerre. Pour la guerre, je suis quand même obligé de payer un tribut particulier à un grand Genevois. Nous sommes ici dans la patrie de Henri Dunant. Qu'est-ce qu'a été le rôle d'Henri Dunant? Ça a été d'indiquer que les guerres, même les plus violentes, devaient respecter un certain nombre de règles dont le Comité international de la Croix-Rouge a la responsabilité de veiller à ce que ces règles soient appliquées. Formidable progrès, car pendant des siècles, les guerres n'obéissaient à aucune espèce de consigne de respect des vaincus, des blessés, des mourants. Henri Dunant a, à cet égard, été un formidable initiateur. Et aujourd'hui encore, pas très loin d'ici, le Comité international de la Croix-Rouge accomplit sa tâche très remarquable. Mais il fallait que la ville de Genève donne encore un autre exemple. Ce sont les conventions de Genève qui définissent dans le monde entier ce que l'on appelle le droit humanitaire international. C'est un droit assez différent de celui qui nous préoccupe ce soir. Il s'agit dans ce droit de veiller à ce que, lorsque des crimes ont été commis, lorsque des occupations ont été l'objet de victimes par rapport à des bourreaux, il fallait au moins veiller à ce que ces bourreaux respectent un certain nombre de principes qu'ils avaient grande envie de ne pas respecter. Ces conventions de Genève et leurs protocoles additionnels sont eux aussi un progrès considérable dans le droit international. Mais il restait toujours l'impossibilité de faire quelque chose de décisif lorsque des situations criminelles graves internationales surgissaient. Eh bien, une nouvelle étape a été franchie. Lorsque
l'Afrique du Sud a réussi à se dégager d'une situation qu'on appelait du nom d'apartheid et où des conventions ont été rédigées pour dire que l'apartheid est un crime contre l'humanité. Là, nous pouvons dire qu'une définition assez claire de ce que c'est que l'apartheid a reçu un statut de droit international. De sorte qu'aujourd'hui, lorsque dans un pays quel qu'il soit, des groupes opposés, qui ne sont pas forcément seulement des groupes raciaux, ce nom d'ailleurs n'a plus de vocation scientifique, il n'y a pas plusieurs races humaines, mais dans ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'était noir et blanc que l'on considérait encore comme deux races. Elles ne le sont pas, nous le savons bien, elles sont en réalité deux groupes ethniques. Eh bien, il convient maintenant de dire que la Convention contre l'apartheid peut s'appliquer partout où deux groupes ethniques se trouvent dans une situation où l'un exploite, domine et victimise l'autre groupe. C'est en particulier ce que nous constatons actuellement dans les relations entre Israël et les Palestiniens. Nous avons un groupe qui est Israël et nous avons un autre groupe qui est les Palestiniens, et la façon dont l'un de ces groupes se comporte par rapport à l'autre ressemble furieusement à ce qui a été combattu dans la Convention sur l'apartheid en Afrique du Sud. Voilà donc où nous en sommes. La Cour pénale internationale a vu le jour en 1999 et est rendue opérationnelle quelques années plus tard. Il fallait naturellement que son statut soit approuvé par le nombre nécessaire de pays. Quel est l'avantage incroyable de cette instance? C'est qu'elle est fondée sur une légitimité juridique internationale, puisqu'elle émane de la Charte des Nations Unies, que nous sommes tous membres des Nations Unies, que la légitimité des Nations Unies s'impose à tous les États membres, et que lorsqu'il y a des États membres qui agissent sans tenir compte de cette légitimité, il est normal qu'ils soient mis en accusation par les autres États membres des Nations Unies. Nous vivons, vous le savez bien, dans un monde où le droit international est encore très loin de prévaloir, d'où l'importance d'activités comme celle dont nous allons parler ce soir et dont vous parleront avec moi les responsables de l'association Trial, c'est-à-dire où en est l'impunité de ceux qui ont commis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. D'abord, leur impunité peut être constatée et leurs crimes peuvent être constatés parce que les données que nous possédons nous permettent de dire à chacun de nous et à chaque association, que ce soit Trial, que ce soit Amnesty, que ce soit les autres grandes associations de défense des droits de l'homme. Nous savons quels sont les actes criminels et nous pouvons essayer donc de les poursuivre, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Lorsque de tels actes surgissent, la première chose que l'on peut faire, c'est de les détecter et d'essayer de les traduire devant cette Cour pénale internationale. Pour ça, il faut et il suffit qu'un État qui est partenaire au statut de la Cour criminelle internationale